faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le nouveau numéro du podcast NBA Extra. 30 minutes pour décrypter toute l'actualité de l'NBA et surtout les playoffs. Les demi-finales de conférence sont bel et bien lancées. Avec moi, Rémi Réverchon et Jacques Monclar. Bonjour messieurs. Bonjour Nico, bonjour coach. Bonjour Nico, bonjour coach, bonjour tout le monde. Comment vous allez ? Ça se passe bien, la préparation de l'émission, il y a un gros rythme en ce moment pour vous deux, les matchs, le SNL, Ça enchaîne, ça En s'arrête plus, on jamais. est passé à 6 NBA Extra par semaine. Là, Bah on a oui. rajouté le samedi, ce qui est quand même pas mal en playoff. C'est une bonne période, c'est du travail, mais c'est une période qu'on aime bien. C'est la période où le basket est le plus beau. Hein. Le mec qui aime le basket, il peut s'immerger. Hein. Alors si on va dans un sens large, entre les demi-finales de conférence qui sont... T'as pas beaucoup de matchs, donc t'as le temps vraiment de te mettre dedans. Et c'est tous les jours, ou presque, quasiment. Hein. Il y a très peu de trous. Et si tu rajoutes les quarts de finale de l'Euroleague au meilleur des 3 victoires, 5 manches, c'est absolument un moment de basket. Tout est bien occupé le C'est soir. le moment aussi. qu'on aime bien, le mois d'avril, mai, c'est quand t'as les génial. playoffs qui arrivent dans tous les niveaux, le championnat de France aussi. Quand t'aimes le sport en général, la fin d'année, c'est le moment excitant de toute façon. Tout Championnat à de fait. France de tout, oui, c'est vrai aussi, parce que qui derrière Monaco, en bas, tout, c'est le moment, c'est le sel du jeu, le printemps en sport co, c'est Alors- le sel du jeu. Alors comme il y a un peu moins de matchs, évidemment, on va pas faire de thématiques précises, on va parler des 4 séries, des 4 demi-finales. On commence juste après ce petit jingle. La contre-attaque, 3 points. Là, je veux pas y croire. Lakers Warriors donc, la série peut-être qui était la plus excitante de ces demi-finales, en tout cas c'est la plus suivie aux États-Unis et de très loin. Les Lakers mènent 3-1 depuis cette nuit, on enregistre, on est quel jour ? On est mercredi ? Non, Mardi ? pas du tout, on est mardi. On est mardi. Prendre Et- l'avance, Nico. Bien avancer dans le futur. On est mardi matin et donc les Lakers, c'est bien depuis quelques heures, mènent 3-1 face aux Warriors. La première question, Jacques, qui me vient en tête, c'est est-ce que finalement Los Angeles n'est pas plus fort qu'attendu ? On savait pas. Quand tu changes une équipe au mois de février, que tu rajoutes du physique, que tu rajoutes de la confiance, que tu sors aussi un joueur qui fitait pas du tout, que tu repars dans un autre truc, que tes 2 meilleurs joueurs qui étaient blessés sont plus blessés, que tu reconstitues une équipe et que tu en arrives à gagner un match avec un mec que tu avais assis et qui, dans le 4e quart-temps, va te faire la chanson qu'il faut pour gagner un match importantissime dans la série. Ça veut dire que leur équipe fonctionne. Ça veut dire que LeBron a pris un recul. Ça veut dire qu'Anthony Davis n'est pas blessé. qu'Austin Reeves a confirmé que les chiens fous comme Hachimura, Dilo, hier Lonnie Walker, ils arrivent tous à faire des matchs et que cette équipe-là, elle a quelque chose. Quand tu pars de si loin, il y avait déjà jamais une équipe qui avait sorti des play-in, qui avait franchi un tour. Ils sont au bord d'en franchir 2. Valable pour Miami aussi. Voilà, les Lakers, on ne sait pas où est la limite. On la connaît pas, personne. Même eux, je pense. C'est pour ça que l'expression très... Alors, on nous la reproche souvent en sport, un par un. Alors là, pour le coup... Elle fonctionne. Ouais, non, c'est beau. Moi, je trouve ça beau, en tout cas, de toute façon, ce qu'ils font les Lakers là. Bien sûr qu'on s'y attendait pas. C'est ça qui est cool, c'est l'incertitude du sport. Si le sport était réglé par avance, si le 1 tapait toujours le 8, le 2 tapait toujours le 7, on regarderait sans doute un peu moins. Là, c'est le côté cool de ce truc-là, c'est qu'on... On sait jamais ce qui peut se passer avec une équipe comme les Lakers. Ça fait longtemps qu'on le dit dans NBA Extra. Je pense depuis le début de l'année, à l'époque Westbrook encore, où on disait qu'on savait pas si cette équipe pouvait rater les playoffs ou pouvait être championne NBA. Ils sont en train de nous le prouver. Ils seront peut-être ni l'un ni l'autre d'ailleurs, mais en tout cas ils ont avancé plus loin que prévu. Oui, ça c'est sûr. Et ils sont sympas. C'est pas toujours. Oui, c'est ce qu'on avait dit dans le précédent podcast. je On crois. l'avait dit. Ils dégagent quelque chose. Et ça fait du bien. Tu sais, moi je te l'ai dit, Jacques, en plus dans Bisley, l'émission. Vanderbilt, tout ça, ça Mais a ouais. été des bonnes pioches. C'est une équipe qu'on prend plaisir à voir jouer. Et tu sais que moi, Nico, j'aime beaucoup cette équipe des Lakers. Je les suis particulièrement. Et je vais être très sincère. Depuis l'époque Kobe, j'ai pas autant apprécié une équipe de LA. Même l'équipe championne de 2020 dans la bulle, je prends pas autant de plaisir. C'est une période particulière. Il y a un contexte. Ça fait, je pense, 10 ans que j'ai pas pris autant de plaisir à regarder une équipe de LA. Et après, ça oblige Darvin Ham à pianoter, parce qu'il a beaucoup de joueurs. Et il faut qu'ils acceptent que chacun leur tour, ils vont avoir une chance. Et que celui qui joue pas, c'est pas qu'il soit pas bon, c'est que l'autre est bon.
Voilà. C'est dans cette dynamique-là qu'ils sont et qui leur réussit bien. Après, on verra. On verra la suite. Hein. On n'attendait pas forcément des joueurs comme Hashimura, comme D'Angelo Russell. Il y avait aussi quelques incertitudes quand il est arrivé sur son niveau de jeu. Qui d'autre, Lonnie Walker 4, c'est exceptionnel. En fait, il y a des role-players qui, on a l'impression, qu'ils surperforment ou qu'on n'attendait vraiment pas à être aussi fort dans un tel contexte face à des Warriors qui sont quand même champions en titre, quoi. Alors, le truc, c'est quand même, je répète, c'est qu'ils performent les uns après les autres. Et qu'il faut des constantes. Que cette constante, elle s'appelle Davis, elle s'appelle LeBron. Que ces mecs-là, dans une autre franchise, à un autre niveau, le jour où ils déchirent, comme ça arrive à Dilo, par exemple, ils se font défoncer. Tandis que là, c'est masqué. D'abord, tu vas moins jouer. Et puis, tu vas la gagner parce que Lonnie Walker, parce que Austin Reeves, parce que ce que tu veux. Donc, ça passe crème. Et le coup d'après, c'est peut-être le même Dilo qui était en péril, comme au dernier match, au match 3, qui te fout le feu au match. Donc, c'est ça l'équipe. Le concept équipe, rôle, il est là. Et ils ont beaucoup de joueurs. Si tu ne fais pas rentrer dans des rôles, tu t'en sors pas avec beaucoup de joueurs. Parce que tous ceux qui jouent pas, ils ont envie de jouer. Donc, il faut tomber dans les rôles, ils y sont. Et c'est une réussite en ce moment. Et en plus, il y a LeBron qui fait la circulation et qui connaît parfaitement le jeu. Qui est un QI basket, LeBron, Steph Curry, ces mecs-là, Kevin Durant, sont les ordinateurs sur pattes. Donc, Alors une fois qu'on a dit tout ça sur les Lakers, parlons un peu des Warriors qui sont donc menés 3-1. La dernière fois qu'ils étaient menés 3-1, il me semble que c'était en 2016 face au Thunder. Ils étaient revenus, ils avaient gagné avec notamment un Game 6 de Klay Thompson absolument incroyable. C'était à la Chesapeake Arena. Tu veux que je te raconte une anecdote sur cette série ? Ouais, vas-y. Parce qu'on l'a fait sur Bein, et tu sais qu'on a la chance de partir chaque année au final NBA avec Jacques, avec Xav. Et tu voulais pas aller à Oklahoma City pour les non, mais finales ça va NBA. plus loin que ça. Oui, Le pas truc, ça. c'est qu'avec Singleton ce soir-là, je commente le fameux match 7 entre les Warriors et le Thunder. Donc il y avait, tu l'as dit, 3-1 Thunder. Les Warriors vont remonter, vont gagner cette série, et c'est l'été où Kevin Durant du coup va partir rejoindre les Warriors. Et j'arrive dans la nuit du match 7 avec ma valise à Bein. Je commentais, je sais plus, à 3h, 4h du match, je sais plus quelle heure était le match. Et en fonction du résultat, si les Warriors gagnaient, j'avais un vol à 10h du mat pour San Francisco. Si le Thunder gagnait, le Thunder n'avait pas l'avantage du terrain, et du coup j'avais un vol pour Cleveland à midi ou 13h. Et donc j'arrive avec ma valise en commentant ce match-là et en découvrant en même temps que je commentais là où j'allais partir 3 heures après pour les finales NBA. Donc c'était un souvenir un peu marquant pour moi, c'était marrant. Et donc à l'époque, Golden State était remonté face au Thunder de Westbrook, d'Ibaka, de Kevin Durant. Enfin, c'était quand même une très très grosse équipe. Est-ce que vous pensez que les Warriors peuvent refaire le coup, étant menés 3-1, sachant que le prochain match est à San Francisco, au Chase Center, et qu'ensuite il faudra forcément au moins aller gagner un match à la Crypto.com Arena. J'ai failli dire le Staples Center. T'inquiète pas, on y a tous droit. Ouais, on peut faire le Staples Center. Alors, deux choses pour moi là-dessus. La première, bon, ça me fera passer pour un con dans 10 jours si ça se passe. La première, c'est qu'une équipe qui a Steph Curry, il faut toujours s'en méfier. Voilà, à tout jamais. Tant qu'il n'aura pas pris sa retraite, on fera gaffe. Mais la réalité, c'est la deuxième chose, c'est que ce ne sont pas les mêmes Warriors qu'en 2016. 2016, c'est les Warriors qui font la saison historique en 73 victoires. C'est des Warriors qui ont la folie en eux, même s'ils ne sont pas champions derrière, parce qu'il y a une folie supérieure avec LeBron et tous les autres. Ces Warriors-là, ils me semblent un peu émoussés, moi. Ils ont eu une longue saison qui a été difficile, ils gagnaient pas de matchs à l'extérieur, ils étaient inconstants. Il y a eu l'affaire en début de saison, Poole Green. Il y a eu le premier tour en 7 matchs face aux Warriors pour une équipe de vétérans, face aux Kings pour une équipe de vétérans, ça te tape un peu dans le jus, tu vois, dans les réserves. Je leur retrouve pas ce que je trouvais chez eux aux années précédentes. J'ai du mal à envisager cette année un comeback pareil. Voilà. Jacques ? Sur Steph Curry, c'est exactement ça. Je pense pas que les Warriors puissent gagner la série, sauf à faire 3 fois 50% à 3 points, arriver à bidouiller, mais la bidouille, elle marche bien à un moment. Hier encore, Steve Kerr, il fait le métier. Au match 2, il fait le métier, mais ça reste court. Klay Thompson n'était pas aligné. Steph Curry n'avait pas une adresse à 3 points suffisante, même s'il a fait un match extraordinaire par ailleurs. Ils sont trop courts physiquement. Et puis, il y a un échec. Alors, dès qu'ils sont éliminés, ça va apparaître, mais l'échec, il est déjà là avec déjà le départ de Wiseman. Ensuite, l'échec que Kuminga, c'est un échec. Je sais que tu penses à Jordan Poole. Et il y a Jordan Plouffe Ouais, aussi. sûr. Là, c'est Plouffe, sur le coup. Là, il a disparu ou quoi ? Alors moi, je me demande si sur le dernier match, Steve Kerr, il n'est pas capable de le mettre dans le 5 de départ.
Ce serait une option, puisqu'il fait. Voilà, il a tenté Gary Payton. Ça a marché, ça les a Ouais. perturbés. Et ce qui n'est pas rassurant pour eux, c'est que ce sont les anciens les satisfactions. Même si Klay Thompson pète en l'air de temps en temps, à son âge, il arrive à faire des gros matchs, le joueur qu'il est, quoi. Mais c'est pas pareil d'être remplacé par les joueurs qu'il remplace en ce moment que lorsque c'était Livingstone, Barbosa ou les autres, ou Harrison Barnes. Voilà, ils sont Dis-nous plus courts. franchement, t'y crois, toi, à ce qui remonte un 3 ces Warriors, là? Je pense qu'ils doivent surtout se préoccuper de rester protéger leur terrain et quelque part inverser la pression. S'ils reviennent à 3-2, allez, ça fait 2. Ils passent pas loin, là. Hein, ils passent pas loin. Ils avaient fait ça aux Kings avant d'aller frapper là-bas. Moi, je serais les Lakers, je finirais l'affaire tout de suite. Parce que il va encore tenter des choses. Il va mettre des mecs dans le 5. Il y en a peut-être un qui va marcher. Pour l'instant, il n'a pas de banc. C'est une catastrophe. Une catastrophe, le banc des Warriors. Jordan Poole, sur les 3 derniers matchs, la statistique qui tue, c'est 11 points en cumulé. Sur les 3 derniers matchs. Alors, il y a eu une victoire, c'était lors du match 2. Il n'avait pas marqué, il me semble, lors du match 2. Et ensuite, c'est 11 un mec qui points en 2 passe de matchs. 35 points, qu'il a déjà mis, d'un talent reconnu, c'est que ça ne se joue pas que sur le basket. Ça se joue sur la défense, où il n'est pas bien bon. Ça se joue sur l'investissement. Ce que LeBron expliquait dans une vidéo au niveau de tout couper, passes dispersées. Et les gamins des Warriors, il y en a un qui est déjà parti. Les satisfactions sont les vétérans. Ils se poseront les bonnes questions en temps et heure. Pour l'instant, il faut qu'ils gagnent chez eux pour survivre. Voilà. Mais oui, je me dis que la moyenne, c'est 4,7%. Qu'avec les Warriors, comme si LeBron était dans la même situation, il faut se méfier. Nous, on l'a vécu, demande à Rémi. LeBron, il est arrivé à 1-3 dans la salle, la même année là, que quand on savait pas où on partait. Nous, on avait quasiment bouclé pour rentrer à Paris. On est resté 10 jours de plus. Et on est resté 10 jours de plus. Donc, voilà, il est arrivé avec son t-shirt The Undertaker. Curry frappe à ça. Je l'ai trouvé marqué après le match. Parce que c'est le baromètre, ils y sont dessus tout le temps, il n'est pas aidé, quoi. Jordan Poole doit être ce mec, il avait une opportunité extraordinaire de grandir cette année en 6e homme, peut remplacer Thompson, peut remplacer Curry, peut même remplacer... Mais c'est censé être le successeur, c'est ça le truc, on lui a collé mis cette ça étiquette. trop vite. Il a signé ce contrat aussi, qui est quand Bien même sûr. assez lourd finalement à porter. Mais bon, ça, on lui celui a qui tient collé bien cette la marée, étiquette pardon, incroyable. je finis juste, il faut lui rendre hommage parce qu'il n'avait pas joué pendant 2 mois, c'est Wiggins. Alors il y a du déchet, mais quand même un sacré joueur. Wiggins, c'est un role player extraordinaire, c'est un vrai lieutenant Oui, d'une bonne pardon. équipe qui puise le titre. Bah oui, non, mais bien sûr pour Wiggins. Poole, moi je sais plus trop quoi en penser. En fait, on avait l'impression que l'avenir de ces Warriors était tout écrit comme tu sais, comme à Dallas quand Doncic est arrivé pour prendre la suite de Nowitzki, pareil. On se disait bah voilà, Poole c'est le nouveau Curry. Bah non, en fait Poole c'est pas le nouveau Curry et le problème de Jordan Poole n'est pas un problème que Steph Curry a déjà eu. Il a mis du temps à éclore Steph Curry, je sais. On va laisser du temps à Jordan Poole, très bien. Mais le voir comme ça passer au travers, et puis surtout dans son attitude, où moi je le trouve pas conquérant, je le trouve pas rassembleur, tu vois, je lui reproche beaucoup de choses à Jordan Poole. Moi, c'est un mec qui me fait kiffer comme tout le monde quand il met des 35 points et des shoots à 9 mètres, très bien. Mais je lui vois pas une stature de leader d'équipe. Et c'est un joueur qui vit et qui meurt finalement qu'avec son adresse C'est pas extérieure grave. Non. C'est pas grave ça. Je suis à moitié Mais d'accord c'est avec il est assez C'est- unidimensionnel mais dans son raison. jeu. Il peut driver, mais il est surtout unidimensionnel parce qu'il défend pas bien. Oui, du coup, il joue que d'un côté du C'est terrain. un attaquant. forcément, oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je dirais, c'est son body language, c'est son visage. Steph Curry n'est pas un leader vocal. Hein, on le sait, il a eu quelques gestes d'humeur quand on voyait le dentier, enfin le protège-dents. Il parle peu, il agit, mais Poole, c'est au bord du négatif, son body language. Donc ça, c'est difficile de le corriger. Alors en plus, tu rajoutes avec ce qui s'est passé avec Draymond Green, où il a 1000 fois tort, Draymond Green. Mais il n'y est pas allé parce qu'il lui a récité le Notre Père. Hein. Donc, Le fameux gospel de James Harden. Voilà, donc il doit se faire aimer et respecter. Il est respecté par son talent. On sent pas autour de lui une union. Même si je pense que pour le dernier match, ils n'ont plus grand-chose à perdre et vraiment tout à gagner. Je pense que Steve Kerr est capable de l'investir beaucoup. Oui, puis il peut Il nous a sortir peut-être- 45 points et il a voilà. peut-être besoin de ça.
de se sentir lui aimé avant de lui faire les choses pour être aimé, quoi. Alors, on va passer à la deuxième série. On a un peu débordé sur la première, mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Les Nuggets face aux Suns, on reste à l'ouest, de partout. Denver menait 2-0. Chris Paul s'est blessé et Phoenix est quand même revenu à égalité après 2 très bons matchs du côté de l'Arizona. Est-ce que ça vous a surpris de la part de Phoenix de réussir à égaliser dans cette série qui était quand même assez mal embarquée, surtout quand on a su que Chris Paul sera absent pour une durée indéterminée, mais au moins les matchs 3 et 4? Alors, je sais que Jacques te dira que non, moi si un peu plus. À 2-0 Denver, quand on part à Phoenix, je vois un écart de niveau entre les deux équipes qui est immense, vraiment immense, hein. Je suis assez perplexe sur la capacité de Phoenix à combler ça. Bon, ils l'ont fait, ils ont gagné 2 matchs, très bien. Moi, je vois une raison principale à ça, au-delà du niveau incroyable des 2 superstars que sont Kevin Durant et Devin Booker, qui est vraiment sublime sur ces playoffs. C'est la réaction de Monty Williams. Et je lui tire mon chapeau parce qu'on lui est beaucoup tombé dessus. Il a enfin compris qu'il avait du talent sur son banc qu'il n'utilisait plus depuis trop longtemps. Et ça s'est matérialisé avec un Landry Shamet qui te fait un match 4 incroyable, avec un Terence Ross et un TJ Warren qui ressortent du banc, qui ont été des joueurs fantastiques par le passé et qui avaient disparu complet de la rotation. Mais je vous invite à regarder, taper sur Google bêtement, Terence Ross stats, vous verrez, Google vous sort les stats match par match, et vous verrez le nombre de 0 minutes, 0 minutes, 0 minutes, 0 minutes, 0 minutes qu'il a enchaîné. Et là, il fait 2 matchs, match 3, match 4, où il est efficace. Pareil pour TJ Warren. Donc voilà, bravo à Monty Williams d'être allé chercher ça. Il a mis du temps, il vaut mieux tard que jamais, on dit. Et maintenant, c'est ce que je disais hier, moi, dans NBA Extra, j'ai aucune idée de la direction de cette série-là, parce que Phoenix, pour moi, a clairement repris le momentum, dans le sens où Denver me semble éteint, me semble fragile psychologiquement. Tout ce qui s'est passé avec Jokic me semble... je vois plus Jamal Murray. Voilà, je sais pas. Je trouve que le match 5, là, va être vraiment, vraiment intéressant à voir. Et l'attitude de Denver au début, moi, je vais scruter ça. Bien d'accord sur beaucoup de choses. Pour ajouter que les Suns sont aussi, comme les Lakers, une équipe en reconstruction, que le coaching de Monty Williams, il a été forcé par l'absence de Chris Paul, qui restera toujours capable d'un joueur de faire la différence dans les 4e quart-temps, sur des mouvements spécifiques, mais qui globalement, physiquement, c'est mieux de jouer même avec le bookmanner un peu, avec Landry Shamet, bien sûr avec Cameron Payne, et d'investir les vétérans. Et d'ailleurs, plus globalement, puisque dans le podcast, ça pourra faire un sujet, sur les playoffs, regardez l'efficacité des vétérans par rapport à des jeunes joueurs à qui on a donné parfois des gros contrats, parfois de la confiance, parfois des responsabilités, et qui flopent un peu. Il y en a un paquet. Alors que les vieux grigous, ils sont souvent là. Même s'il y en a qui se blessent comme Chris Paul. Pour en revenir aux Suns et aux Nuggets, Rémi le sait, moi j'ai une grande confiance un peu sur le principe de LeBron, de Curry dans Kevin Durant. Je trouve que le Joker est absolument merveilleux. Son énervement m'a surpris. Je crois que j'ai jamais vu un joueur se balader autant à 2,15 m, aussi lent, aussi peu vertical, juste sur l'intelligence basket, l'adresse, les moves, la vista, le respect des fondamentaux. Voilà, c'est une opposition magnifique. Mais alors, le 50-50, 51-49, il est pas bien loin, quoi. 51-49 qui? Parce que moi, je sais même pas. Denver pour l'avantage du terrain. Ouais. Si Phoenix gagne, je te l'inverse. Ouais. C'est juste ça, quoi. Mais le côté électrique, est-ce que Denver, qui marche un peu en terrain connu, puisqu'ils ont fait finale ouf dans la bulle, ils n'ont pas vécu ça. Finale de conf, je me trompe pas, c'était dans la bulle. C'est dans la bulle. Éliminé par les Lakers. C'est dans la bulle, voilà, donc ils n'ont pas eu cet engouement-là. Là, ils sont au bord des choses. Mike Malone aussi. Je l'ai trouvé un peu moins lucide, objectif et ouvert que je le sais être dans l'histoire de Jokic et du proprio. Voilà. Pour en finir avec cette histoire d'ailleurs, pour moi, le proprio, il n'a pas à faire ça, bien sûr, mais le dernier endroit où un joueur doit aller, c'est dans les tribunes. C'est la bonne décision. Là, il prend ses 25 000 $ d'amende, il n'est pas suspendu. Moi, ça me semble bien. Il ne faut pas aller dans les tribunes. En NBA, ils ont dû certainement faire un effort pour ne pas le sanctionner. Aller dans les tribunes tout de suite, ça fait penser à Ron Artest. Donc, ils ne veulent pas de ça. Si c'est pas Nikola Jokic, il est suspendu. Si c'est un role-player... Là, en même temps, ce serait dramatique de suspendre Nikola Jokic. Le propriétaire des Suns ne voulait pas, d'ailleurs, à laisser un message en quoi il voulait dans le contexte. Mais ça fait jeu
jurisprudence maintenant, attention. C'est vrai. C'est le dernier endroit où les joueurs doivent aller. Tous les gens qui parlent, j'en vois beaucoup, j'en lis beaucoup. Ouais, protégez sur le terrain, ouais. Allez pas dans les tribunes. Là, parce que là, tout peut arriver. Alors, on revient sur Phoenix, qui est quand même extrêmement dépendant, même si Rémi en a parlé de TJ Warren et de Terence Ross. Il y a aussi Landry Shamet, Cameron Payne. Mais Phoenix est ultra dépendant du duo Booker-Durant. Bon, toutes les équipes le seraient avec deux joueurs à un tel niveau. Mais est-ce que Phoenix va tenir le coup physiquement avec ces deux-là? Parce qu'en fait, ils jouent beaucoup, presque énormément. C'est un faux procès. Denver, ils tiennent avec qui? Un mec. Oui. T'as pas l'impression que le collectif de Denver est quand même un peu enlève plus, Jokic, plus il va installé? mourir. Oui, non, bien sûr. Bien sûr, mais c'est- Jokic-Gordon, cette connexion, elle résiste à beaucoup de choses. Jokic-Murray. Mais de l'autre côté, regarde, il y en a un qui est bon, Shamet, pim, Warren utile, pim, ça monte. Il va se réveiller, Ayton. Ça me paraît plus là, le débat est là. Il est content parce que Londell a été bon. Il est gentil, ce mec-là. DeAndre Ayton, c'est un joueur de André Ayton, il faut savoir qu'il joue aux jeux vidéo la nuit parce qu'il considère qu'il n'a pas besoin de beaucoup dormir. Il l'avait dit dans une interview, Oui, il dort ça 3-4 lui heures par nuit. Il adore jouer aux jeux vidéo, Ouais, il comprend pas le Tu problème. joues à NBA 2K avec lui ou... Je suis pas sûr, non, je crois qu'en plus c'est des jeux un peu plus violents. Mais Parce qu'il donc n'est voilà. pas violent, lui. Ah non, lui, Il sera top sur Call of Duty, c'est ça, exactement. Je voulais pas citer les marques. Mais par contre, DeAndre Ayton sur le terrain, il est assez cool. Il y a cette image, je sais pas, vous l'avez vu, sur une bataille au rebond. Il y a Jokic qui bataille avec un joueur qui doit faire 20 cm de moins que lui. DeAndre Ayton est derrière le panier, en dehors du terrain. Il regarde l'action et Jokic prend deux rebonds offensifs et après il se réintéresse finalement à l'action. Reproche sa softitude à Ayton. C'est un mystère éternel, j'ai l'impression, ce gamin-là, parce qu'il a un talent fou. C'est un numéro 1 de draft qui a fait fantasmer du monde, qui a mis du temps à éclore. Il a eu son mal-être autour de son contrat. Là, finalement, il a fait des matchs. On lui a vu des choses sympas. DeAndre Ayton, quand ils vont en finale NBA, ils lui doivent beaucoup. Bon, ils perdent face aux Bucks derrière. Avec cette image, on se souvient d'ailleurs avec Giannis qui l'avait marqué. Je sais pas. Écoute, c'est censé. Pour moi, c'était le point d'ancrage de Phoenix d'avenir. J'en doute de plus en plus. Je suis d'accord avec Jacques. Phoenix a une vraie fenêtre de tir pour être champion cette année. Claire, nette, évidente. Si là ils se font sortir par Denver, ils vont s'en bouffer les doigts et ils auront laissé passer une vraie chance. Et s'ils se font sortir par Denver, c'est parce que DeAndre Ayton n'élève pas son niveau. Et ça va lui retomber dessus, d'une façon ou d'une autre. S'il n'y a pas une montée en puissance de DeAndre Ayton, s'il ne nous fait pas un 20 et 10 là, sur les 2 matchs à minima qui restent dans cette série, ça va lui retomber dessus. C'est parfois un problème quand tu prends un mec qui est paisible de nature, qu'il a fait sa fac dans le coin, que c'est déjà la star locale qui reste là, numéro 1 de draft. Parce que cette année-là, des gens se disaient attention, il y a Doncic. Il est devant. Ils avaient, bien sûr, ils avaient devant Marvin Bagley. devant Marvin Bagley, numéro 2. Ils avaient à l'époque comme assistant coach, qui est devenu coach, Igor Kokoskov, qui était le coach de la Slovénie. Ils n'ont pas osé par rapport à tout ce qui est local de ne pas prendre DeAndre Ayton. Ça aussi, ce sont des décisions. Bon, t'en prends une, tu te gourres, qu'est-ce que je te dis? Ça arrive. C'est pas les premiers. Non, pas les derniers sans doute. Sans doute. Troisième série qui nous intéresse aujourd'hui, une série évidemment sur laquelle le coach va avoir beaucoup de choses à dire, Miami-New York. Pas tant que ça. Pas tant que ça, Miami qui a fait le break 3 à la maison, prochain match au Garden. Alors on va commencer à aller par New York. Est-ce qu'on a vu les Knicks un peu trop beaux finalement, ou est-ce que c'est simplement un retour à la réalité, Miami au-dessus et il n'y a pas trop de solutions Alors, que pour Miami Tom soit Thibodeau. au-dessus, on peut le constater, pour l'instant en tout cas. Que ce soit un retour à la réalité, c'est quoi la réalité des Knicks? Moi, j'ai jamais dérogé. C'est la faiblesse des autres qui a permis à cette équipe qui, sur l'agressivité, l'investissement défensif, la rigueur et le 1 contre 1 en attaque, a tenu. Après, dès que tu as des blessés dans la rotation et que toi, déjà, tu as cisaillé ta rotation, ça, c'est Tom Thibodeau, là, il prend le boomerang parce que Toppin et Quickly sont absents. T'as plus de rotation, plus aucune. Et on parlait de Monty Williams justement qui avait su ouvrir son Là, banc. c'est l'inverse, parce qu'il Ah, y a quand même c'est des l'inverse. joueurs. Ah, Là, oui. lui, Il y en a un sur le banc en français qui attend. Et puis Derrick Rose aussi. Et Derrick Rose, oui. Ouais. Et puis ils ont évacué aussi Cam Reddish, donc c'est lui qui a réduit ça. Ok. Là, il voit bien qu'il tape dans le mur. Après, ils sont dans le match. Bronson est définitivement un joueur de haut niveau. Randle, les gens disent en ce moment, ouais, il ralentit, il joue un contre un. Mais ils ont toujours joué un contre un comme ça. Ça a toujours été le jeu de Julius Randle. Mais cette méthode-là, elle tape dans le mur au bout d'un moment. Bon, Miami, c'est vrai que ça fait drôle parce que Miami, maintenant, et Miami il y a 3 semaines, c'est une équipe de deuxième niveau et une équipe qui peut aller en finale de conf. Voilà.
et qui enquiquinera tout le monde. Et des joueurs qui se sont réinventés en perdant 2 ailiers arrière, Oladipo et bien sûr Tyler Hero. Kyle Lowry réagit de son short et bouge tout partout comme il faut. Caleb Martin est fantastique. Le professeur Strauss y met dedans comme pas possible. Quant à Bam Adebayo, il a réélevé son niveau. Love, il vit une deuxième jeunesse. Et l'autre, Jimmy B, alors là... Voilà, on me demande le MVP des playoffs. Pour moi, il n'y a pas de match. Mais c'est la question que j'avais posée. C'est la question que je voulais Mais poser, même, mais on peut en parler tout de suite. Je pense qu'il y a un match entre les deux. Il y a un match entre Booker alors et on va faire Jimmy rester Butler. West comme ça tout le temps. On finit sur Heat Knicks et après on parlera un tout petit peu qui est le meilleur joueur des playoffs. Ça sera juste pour la fin du Il est podcast. complètement fou. Puis Spoelstra domine le jeu. Tom Thibodeau, il est dans l'unique. On connaît ses qualités, respect. Mais là, quand t'as pas de rotation, au bout d'un moment, l'intensité, tu l'as pas. Une petite stat intéressante, New York, c'était la meilleure équipe au rebond sur le premier tour des playoffs. C'est la pire équipe au rebond sur les demi-finales de conférence. Quand une équipe qui a qu'un vrai intérieur, et encore c'est un faux 4-5. T'es un peu limité là-dessus. Non, moi je suis d'accord avec tout ce que dit Jacques. Hein Kevin Love. Oui. Ah oui, à l'époque il a pris des 30 rebonds. À Minnesota, oui. Moi je pense pas que ce soit un retour à la réalité, puisque au final c'est un 8e à l'Est qui tape un 5e à l'Est, faut pas l'oublier cette histoire. Mais c'est la réalité de l'instant T, c'est ce que dit Jacques, c'est que Miami n'est plus le Miami qu'on a connu en saison régulière. Voilà, à l'instant T, oui, pour moi Miami est plus fort, plus complet que cette équipe des Knicks. Là on partirait là aujourd'hui pour une saison de 82 matchs, je peux te dire que tu nous demandes nos pronos, tu mets pas New York à la fin de la saison devant Miami, là tout de suite. Eric Spoelstra, et je suis d'accord d'insister là-dessus, fait pour moi partie des 2 meilleurs coachs NBA depuis longtemps, avec un coach qui vient de perdre son boulot qui est Mike Budenholzer, pour des raisons qui sont ce qu'elles sont, mais qui pour moi a prouvé suffisamment de choses pour mériter ce statut. Greg Popovich est à part là-dedans, évidemment. N'oublions pas qui est Eric Spoelstra, le mec en place à part Pop, encore une fois, depuis le plus de temps, de plus de saisons dans sa franchise. On sous-estime beaucoup l'impact de ce mec-là. Et moi, j'ai le souvenir d'avoir discuté il y a longtemps avec le Tché. On était parti en reportage au tout début de Bean à Miami faire un sujet sur Ray Allen. À l'époque, il était là-bas. L'année où ils vont être champions, les Tres Amigos, là, en 2013. Et donc, je me souviens d'avoir interviewé Brian Windhorst, qui est un journaliste d'ESPN là, qui suivait LeBron partout, qui suit toujours LeBron partout, et qui me parlait d'Eric Spoelstra. Je lui avais dit, il est comment Eric Spoelstra au quotidien? Et il m'avait dit, il y a 2 mecs différents, donc à l'image de son équipe, au final, ça se tient. Il y a le mec de saison régulière, qui est un mec très avenant, charmant, qui discute avec les médias, etc. Et puis il y a le mec des playoffs, il m'avait dit, je me souviens, il serrait les 2 mains, c'est comme tu serres un torchon humide là pour les sorer, et qui me disait qu'il se serre, qui devient tight, il me disait en anglais, tu sais, qui est de plus en plus serré, et qui parle moins, qui se referme dans une bulle. Ça doit être un ultra angoissé, nerveux, ce que tu veux, stressé, Eric Spoelstra, je pense, pendant les playoffs, mais voilà, qui se transforme en fait, l'être humain. C'est ce que me disait Brian Windhorst, moi je l'ai pas assez côtoyé. Donc c'est marrant de voir que ça se matérialise dans son équipe. Je pense que ce mec est l'âme aujourd'hui de Miami avec Pat Riley, et qu'on réalise pas que le jour où Eric Spoelstra arrêtera, parce que j'ai du mal à le voir prendre un challenge ailleurs, le jour où il arrêtera son métier, je pense que Miami va traverser, va rentrer dans un désert en fait, et se rendre compte de ce qu'ils avaient pendant toutes ces années, quoi. Dernier mot sur la série, sur Eric Spoelstra. Sur Eric Spoelstra, moi je suis assez fan depuis des années. La trajectoire de coach, la confiance, il faut rendre hommage aussi à Pat Riley là-dedans. Parce qu'il y a eu des tempêtes quand même, quand LeBron le bouscule, quand LeBron, qui n'avait pas l'habitude d'être coaché, dirigé. Après, il a fallu faire comprendre à LeBron que, c'était ce que faisait Spoelstra, c'était validé par la hiérarchie, la direction, en l'occurrence le parrain, le Godfather, Pat Riley, et 2, il a montré sa compétence. Et il a su aussi pouvoir compter sur des mecs bien comme D-Wade, Chris Bosh, qui était beaucoup plus réalène, qui était beaucoup moins à cran que LeBron. C'est LeBron de l'époque la décision. C'est un LeBron qui sort de l'Ohio, de son Akron Cleveland, qui arrive dans un autre monde, trop bling-bling. Et il a eu des périodes un peu où il faisait sourire LeBron à l'époque. Mais l'évolution de cet homme, et d'ailleurs, lui mériterait 10 podcasts de suite, lui. Est assez incroyable. Non, il a su résister à tout ça et puis montrer par sa qualité de coach, de gagner. Il a affronté Popovich, il a fait des perfs incroyables
dans la bulle. L'année dernière, ils font une saison vilaine, mais à la fin, cette saison, ils font une saison vilaine. Bon, on a tous oublié que la saison d'avant, c'est une possession pour être en finale NBA et avoir gagné la saison régulière à l'Est. Donc, il y a une école. Les joueurs qui vont là-bas, il y en a qui ont envie, les superstars pas trop en ce moment, parce qu'on y travaille. Parce qu'il y a une mentalité de travail, de hard worker. On vit sous les palmiers, on vit la Dolce Vita, mais à la salle, on bosse. Il paraît que la pré-saison au Heat, c'est la plus dure de toute la ligue. Tu te souviens de... Spoelstra essore vraiment les joueurs pour le coup en pré-saison, et ils ont une dimension physique après ces gars-là en play-off. Quand le niveau monte, c'est extraordinaire. Grosse exigence physique, t'as raison, et je te raconte là aussi une anecdote qui est marrante, que j'avais lue dans l'autobiographie du Shaq, le gros Shaq, qui raconte que quand il est tradé à Miami, je te raconte l'anecdote, elle m'avait fait marrer tout le monde. Quand il est tradé à Miami en 2005, je peux dire connerie, je crois que c'est 2005. C'est 2005-2006. Il gagne des champions. C'est ça, non, c'est après la finale perdue de 2004. C'est en 2004 qu'il est tradé à Miami. C'est ça, je crois, quand il perd contre Détroit, les Lakers. Là. C'est après ça qu'il est tradé, je crois. Il faut une saison derrière, je crois. Et non, c'est l'année où il perd avec Karl Malone et Gary Payton. C'est après ça qu'il est tradé, je crois. Directement après, peut-être. Ouais, je crois ça. Je crois que c'est ça. Il a fait tellement d'équipes. Je crois que c'est 2004. Bref, il arrive à Miami. Ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à Miami. Il fait ses 2 premières saisons, ça se passe bien, ils sont champions, bim, en 2006. Après l'été 2006, il raconte lui-même, dans son bouquin, il passe son été à faire la fête. Imagine bien, le Shaq champion NBA, hein, il fait n'importe quoi, il me dit j'étais en soirée, de partout, je mangeais, machin. Arrive la reprise, 20 kilos de trop, le Shaq, normal. Pat Riley décide, lui dit, tant que tu seras pas à tel poids, machin, tu t'entraîneras pas avec l'équipe. Et donc, il le mettait, tu sais, le centre d'entraînement est fait de telle façon que tu as le terrain d'entraînement et au-dessus, tu as la salle de muscu avec une baie vitrée, tu as vue sur la salle. Et donc, il le mettait là dans la salle de muscu au-dessus sur des tapis de course ou des vélos elliptiques là, pour qu'il fonde sa graisse, le gros chat, qu'il perde du poids. Et donc, pour qu'il contrôle ce qu'il faisait, Pat Riley avait un système où en fait, il lui a mis des électrodes sur le cœur et il contrôlait sur son téléphone déjà à l'époque, c'était en avance, tu vois, 2005 ou 6, la fréquence cardio du Shaq. Et Bastidio, qui voulait pas bosser, ce gros Shaq là, il avait demandé à un pote à lui un peu geek de bidouiller un truc, il collait l'électrode sur le truc et comme ça simulait une fréquence cardiaque et lui il paraît qu'il était devant la télé avec son journal et il était là-haut pendant que les mecs s'entraînaient en bas et Riley contrôlait, il disait c'est bien, il a 120 pulsations minutes, tout va bien, tu vois. Mais en fait il s'entraînait pas quoi. C'était dit. Alors lui, le Shaq là-bas ça a été quelque chose, c'est marrant, j'avais le sentiment qu'il avait été champion la première année et il a apporté en acceptant, il a dit en arrivant, c'est l'équipe de D-Wade, ils l'ont montré. Et D-Wade aussi dans l'histoire du Heat, même si maintenant il est partial owner à Utah. C'est dommage qu'il ne soit pas dans l'environnement. C'est Alonzo Mourning qui est là. Il y a une filiation. Il va falloir trouver les hommes. Peut-être que Spoelstra montera à la place de Riley et qu'un autre prendra sa place. Il y a un côté institution maintenant à Miami. Alors, dernière série de ces demi-finales, Celtics-Sixers. On a vécu un match 4 assez dingue dimanche soir dans le SNL. Ça s'est terminé en prolongation. C'est pas passé loin de la correctionnelle pour Philadelphie à domicile. Finalement, ils sont revenus à 2-2. Ils étaient menés 2-0. Est-ce que cette victoire... allez, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que cette victoire, c'est un peu la victoire de James Harden quand tu mets le panier gagnant... Et le match qu'il fait avant. Ouais, alors est-ce que les 2 d'avance sont les défaites de James Harden ? J'aime pas quand on ramène que ça. C'est surtout les mecs qui ont mal défendu sur lui. Jaylen Brown et son petit péché de gourmandise d'aller à l'aide alors qu'ils allaient prendre un panier et faire prolongation. Enfin bon, oui, ils ont risqué gros les Sixers en deuxième mi-temps quand ça revient fort. Mais en première mi-temps, si les Sixers sont bons, il y en a 25 aussi. Hein. Parce que les Celtics, c'était vraiment pas bon en première mi-temps. Série plus ouverte. On a ce sentiment, enfin moi j'ai ce sentiment que Boston est la meilleure équipe de la bande, mais n'arrive pas à avoir le petit surplus de folie, d'énergie qu'un PJ Tucker a mis dans l'oreille de Joel Embiid ou des choses comme ça. Il va falloir qu'ils sortent d'eux-mêmes, qu'ils arrêtent de tout vouloir contrôler. Il va falloir aussi, alors c'est rare que je dise ça, mais... C'est pas parce qu'une fois ou deux, Michael Jordan ou les autres ont pas besoin de temps mort pour une dernière action. Arrêtez le jeu, les mecs, vous êtes payés pour ça, pour calmer vos joueurs qui prennent un peu de... et qu'au moins ils tirent au bon moment, quoi. Puisque là, c'est quand même l'absurdité qu'on fasse un mauvais move, ok, qu'on fasse un mauvais shoot, ok, mais on fait un shoot. Là, on fait n'importe quoi, tu prends ton temps, tu la joues belle, et quand tu fais la passe, le mec qui la reçoit au moment où ça s'allume en haut. Donc,
C'était Faut que la Joe question. Mazzulla s'impose. C'était la question que j'allais vous poser. Boston, temps mort ou pas temps mort, Jacques, Boston, temps mort ou pas temps mort, Jacques, il a un peu répondu. Rémi, qu'est-ce que t'en penses toi sur ce débat éternel? C'est Est-ce qu'on plutôt doit à Jacques prendre de le temps mort répondre, c'est lui qui est coach, qui a coaché. Oui, qui je connaît suis ça pas mieux. coach NBA non plus. Non, Mais mais c'est la nature de jeu. Mais je suis assez d'accord. Moi, j'ai grandi avec ça aussi, où tu vois, quand on faisait une faute, on prenait un panier qui restait 8 secondes, le coach il demandait temps mort. Moi, j'ai jamais eu un cas de figure où avec mes équipes, on continue à jouer pour ne pas laisser à la défense le temps de se mettre en place. J'ai jamais connu ça. Non, moi, cette victoire, je trouve que c'est la victoire du cœur de Philly. Philly, il faut comprendre, c'est une ville qui est, en termes de supporterisme, alors pourtant c'est un Parisien qui te dit ça, hein, c'est un peu Marseille, c'est-à-dire que les fans, il y a la passion, mais ils sont très durs aussi, c'est-à-dire que si l'équipe avait perdu là, je pense qu'ils auraient pu tomber dessus sur les joueurs, etc. Et ça, c'est une victoire au cœur, tu vois, Philadelphie, c'est une ville où il pleut, où il fait froid, on dit que ça t'endurcit, et ben voilà, c'est une victoire 100% Philly, je trouve qu'ils ont eu sur ce match-là. Maintenant, je reste persuadé que Boston est plus fort, que Boston va passer dans cette série, mais que Boston est d'une nonchalance qui est énervante. Et oui, bien sûr qu'ils sont sans doute aujourd'hui favoris de ces playoffs, encore aujourd'hui, je pense que sur les sites des bookies c'est un peu le cas. Mais pour l'instant, si ça devait continuer comme ça, Boston ne serait pas un beau champion. Boston est nonchalant et ça j'aime pas. Il y a cette impression qu'il y a quand même un peu de suffisance parfois du côté des Celtics, alors que le talent il est exceptionnel et quand il y a besoin de mettre le coup de collier pour revenir dans un match, ils le font, mais que ils ont besoin de se prendre un coup de pied aux fesses de temps en temps parce que sinon ça tient pas. C'est le meilleur moyen d'être insuffisant. Et tout à fait, c'est le meilleur moyen d'être éliminé surtout. C'est ce qu'elle s'appelle être insuffisant. Et en face d'eux, il y a 2 joueurs hors normes. Sur le match dernier, le petit Maxi, Tyrese Maxi, fait son taf, mais sans plus. Tobias Harris est plutôt en dedans. Joel Embiid souffre le 4e quart-temps sur Horford avec 0,5 au tir sur le vieux Al Horford. Ils ont tout pour perdre. Bon, ils ont quand même un Harden absolument exceptionnel. Ce panier de rebond offensif de PJ Tucker avec la faute qui change beaucoup de choses. Et les mauvais choix sur les pick and roll. Ils ont quand même la balle pour gagner dans le temps régulier. Les Celtics, ça tombe pas dedans. Ils ont la balle aussi pour égaliser ou gagner à la fin et ils la shootent même pas. Qu'est-ce que je te dise, ils se le sont perdus, mais les autres ont été là avec le cœur, avec for the love of Philly, c'est ça ce qu'ils ont marqué. Ouais. Voilà, c'est bien, c'est une belle série. Prochain match. Ce qui est dangereux quand tu joues des mecs comme Embiid ou Harden, c'est que le jour où ils sont sur la lune, tu perds. Est-ce que Embiid a été blessé, a raté, c'était le match 1, que Harden gagne en faisant une performance extraordinaire. Il n'y a pas eu encore de gros matchs de Joel Embiid dans cette série. T'es à la merci de ça. Ouais. Et le prochain match 5, ça sera au TD Garden. Ça serait le bon moment pour le faire pour Joel Embiid. Ce serait couillon pour Boston qui leur sorte un 45-15 à ce moment-là sur ce match 5. Hein. C'est un peu ce qu'avait fait Trae Young quand ils viennent la tête sur le billot au match 5 chez eux. Quand tu as des joueurs comme ça qui sont capables, Harden leur a montré 2 fois, hein, il leur a mis 87 points en 2 matchs. Donc qu'est-ce que je te dise, il arrive un moment... mais ça c'est comme Devin Booker, sont 20 sur 25, il faut peut-être les envoyer sur la ligne, les toucher physiquement, il faut faire quelque chose quand les mecs font des performances de shoot absolument incroyables. Il va shooter. On termine ce podcast avec un petit débat, on a commencé à en parler tout à l'heure. Selon vous, qui est le meilleur joueur des playoffs jusqu'à présent ? Alors j'en ai sélectionné 2, mais vous pouvez avoir un 3e choix. Devin Booker ou Jimmy Butler. Devin Booker, c'est quasiment 37 points de moyenne, 61% d'adresse, plus de 7 passes, et notamment une statistique assez dingue. Sur les 9 matchs de playoff que Phoenix a joué, il a 331 points. Personne n'a fait mieux depuis Michael Jordan en 1990. Pour Jimmy Butler, c'est plus de 33 points de moyenne, 56% d'adresse, et un 10e match de playoff consécutif à au moins 25 points. Alors je me lance. Pour moi, la régularité fait que le meilleur joueur serait Devin Booker, celui qui a été le plus constant sur ses playoffs. Les crises ont plus été pour Jimmy Butler, qui est monté plus haut en nombre de points sur un match. Il a 56, c'est ça. Mais le plus clutch, celui qui a cette aura de leader ultime, c'est quand même Jimmy Butler. Il n'empêche que pour moi, si tu me demandes si les termes sont quel est le meilleur joueur de ces playoffs, pour moi, sur l'intégralité des matchs disputés, le meilleur joueur de ces playoffs est Devin Booker. Le plus beau, le plus efficace, c'est Devin Booker. Celui qui porte son équipe et qui la fait gagner, qui la met là où personne pense qu'elle va être, c'est Jimmy Butler. C'est pour ça que je vais aller sur Jimmy B. Parce que la performance de Miami, je lui en donne quasiment 50%. C'est incroyable ce qu'il fait.
incroyable. Porté jusqu'ici, à ce jour. Ils mènent 3-1. Ils ont gagné la première série contre le classé numéro 1. Il les a cartonnés dans tous les sens, alors que d'habitude, il en faisait 1 ou 2. Là, il a été monstrueux. Et il continue à assurer plus de 25 points avec des passes, avec des shoots clutch, avec son insolence. Voilà, quant à l'autre, c'est un futur très très grand. La présence de Kevin Durant lui fait beaucoup de bien. Il y a une vraie liaison, je trouve, entre les deux. Magnifique, tout ce que tu veux. Mais non, pour l'instant, le plus efficace, donc le meilleur pour moi, c'est Jimmy B. Et c'était qui le dernier 8 aller en finale de conférence, Jacques Monclar? Les Knicks en 99. Oui, monsieur. Année de Année de quoi? de lockout. Oui, année de lockout. Saison Année de petite rapprochée. décence. Saison à 50 matchs, ce qui faisait que c'était vraiment un faux 8e aussi. Aussi. C'est juste pour la faute, je voulais vous le rappeler comme ça. C'est vrai. Oh, bah, tu sais, les Knicks, on peut pas te passer de joueurs. T'en as déjà éliminé 3. Et puis avec leur jeu de 1 contre 1. Ce qui me fait plaisir quand même, c'est que RJ Barrett met un peu le nez à la fenêtre au moins. Je suis désolé, Nico, je te l'ai relancé sur les Knicks, du coup, là, c'est reparti. Là. J'allais dire, on va terminer sur cette conclusion, mais Jacques. Termine. Non, bah c'est voilà, on va s'arrêter là-dessus. Le podcast reviendra dès la semaine prochaine et non dans 15 jours. On va essayer d'accélérer un peu le rythme d'ici la fin des playoffs. On espère que cet épisode vous a plu. Je vous remercie Rémi et Jacques pour votre présence. C'était une nouvelle fois très très sympathique. On vous dit à très bientôt et puis évidemment les playoffs, tous les playoffs c'est sur Bein toutes les nuits, l'émission NBA Extra, vous en avez l'habitude. Je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao. À bientôt. Oh my goodness.